Hantavirus, après l'évacuation de ses derniers passagers, le MV Ondius a quitté l'île de Tenerife, France Info. Hantavirus, après l'évacuation de ses derniers passagers, le MV Ondius a quitté l'île de Tenerife. Le navire de croisière à bord duquel 3 personnes sont mortes est reparti en mer à la fin de l'évacuation dans l'archipel espagnol des Canaries. Il est attendu dimanche à Rotterdam, Pays-Bas. Publié le 12-05-2026 minuit 13 temps de lecture, 2 minutes. Le navire de croisière MV Ondius, à quai dans le port de Granadilla sur l'île de Tenerife, Espagne, le 11 mai 2026, pour permettre l'évacuation des derniers passagers après des cas de hantavirus. Georges Guerrero AFP. Les opérations d'évacuation du MV Ondius, qui avaient débuté dimanche sous très haute protection, se sont achevées lundi 11 mai au soir, permettant à 28 passagers et membres d'équipage du bateau, où a été détecté un foyer d'hantavirus, d'être rapatriés par avion depuis les îles espagnoles des Canaries. Mission accomplie, s'est réjouie la ministre espagnole de la Santé devant la presse sur le quai du port de Granadilla de Abona, à Tenerife. Entre hier et aujourd'hui, nous avons évacué les 125 passagers et membres d'équipage de 23 pays, qui sont soit déjà rentrés chez eux, soit sont en train d'être rapatriés. Le navire, comme vous pouvez le constater, vient de lever l'ancre. Il a quitté le port aujourd'hui à 19h-20h à Paris, a-t-elle ajouté. Le MV Ondius est attendu dimanche soir à Rotterdam, aux Pays-Bas, selon l'armateur. Le bateau ne devait en principe pas accoster en raison des risques sanitaires, et les transferts avaient commencé via des navettes maritimes, mais les autorités ont finalement décrété l'amarrage du navire en raison des conditions météorologiques. La dernière trentaine de personnes sont sorties, vêtues de combinaisons intégrales de protection sanitaire bleue, et ont rejoint la terre par une passerelle, avant de monter à bord de bus spécialement affrétés pour les acheminer jusqu'à l'aéroport de Tenerife Sud. Moins d'une heure plus tard, 2 avions les emmenaient tous vers les Pays-Bas. L'un des appareils transportait majoritairement des membres de l'équipage 17 philippins, un néerlandais et un allemand ainsi que quelques passagers de la croisière, tandis qu'un second vol, partant un peu plus tard, doit emmener 6 autres passagers, 4 Australiens, un Néo-Zélandais et un Britannique vivant en Australie. Ces derniers devront par la suite reprendre un autre vol vers l'Océanie. En parallèle, 25 membres de l'équipage sont restés à bord du MV Ondius, accompagnés de 2 membres du personnel médical en direction des Pays-Bas. Ils transportent toujours avec eux le corps d'une Allemande morte à la suite d'une contamination. Lors d'une conférence de presse sur le port, le patron de l'Organisation mondiale de la santé OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui doit rencontrer mardi le Premier ministre espagnol à Madrid, a tenu à rassurer les passagers, « Vous êtes maintenant entre de bonnes mains. Nous étions très inquiets, si vous étiez restés plus longtemps sur le navire, la situation aurait pu devenir difficile. » Il s'est aussi adressé aux concitoyens qui vont les accueillir. « Il n'y a rien à craindre, le risque est faible, ce n'est pas un autre Covid, » a-t-il assuré. Parmi les croisiéristes et membres de l'équipage déjà évacués et testés, un Américain, une Française et un Espagnol ont été testés positifs à l'hantavirus. Les autres occupants du bateau sont dans l'attente de leur dépistage ou du résultat de celui-ci. 3 passagers sont morts et dans 2 cas, l'OMS a confirmé une infection à l'hantavirus, le 3e étant un cas probable. Sujet suivant. Dans un monde normal, le premier secrétaire démissionnerait, lâché par Boris Vallaud, Olivier Faure exclu de quitter la tête du Parti socialiste, France Info. Publié le 11-05-2026 18h03 mis à jour le 11-05-2026 18h53 temps de lecture. 3 minutes. Olivier Faure et Boris Vallaud se rendent ensemble à une réunion sur le budget avec Sébastien Lecornu à Matignon, à Paris, le 22 décembre 2025. Bertrand Guy AFP. Après le départ, vendredi, du député des Landes des instances dirigeantes du PS, le patron des socialistes n'a plus de majorité alors que son parti peine à établir une stratégie pour la présidentielle. Querelle socialiste au menu des matinales radio. Invités respectivement de France Info et de France Inter, lundi 11 mai, Olivier Faure et Boris Vallaud ont exposé leurs divergences au grand jour à l'heure du café croissant. Vendredi, le député des Landes claquait la porte des instances dirigeantes du parti, sur fond de différences de stratégie pour 2027, dénonçant une collégialité bâclée et une brutalisation du fonctionnement. Ce faisant, il fragilise la position du premier secrétaire, au-delà, du Parti socialiste, à un an de l'élection présidentielle alors que Jean-Luc Mélenchon multiplie les interventions médiatiques depuis sa déclaration de candidature. Cela peut-il conduire à une crise majeure et à un départ de l'inamovible patron du PS depuis 2018 ? Au lendemain des municipales, Olivier Faure affichait pourtant la sérénité des vieux habitués. Ça fait 8 ans que ça dure. Après chaque élection,
chacun veut refaire le congrès mais ça ne va pas très loin, confiait-il à France Info alors que sa stratégie pour ce scrutin local était critiquée après des résultats jugés mitigés. Il volait dans les plumes, entre autres, du maire de Saint-Ouen, Karim Bouanrane, qui réclamait sa démission après les alliances passées avec LFI au second tour. 7 semaines plus tard, la tranquillité n'est plus de mise. Olivier Faure, réélu en juin 2025 pour un 4e mandat grâce au ralliement de Boris Vallaud au second tour, n'a désormais plus de majorité. Doit-il en tirer les conséquences politiques ? Moi, si j'étais minoritaire dans mon conseil municipal, je démissionnerais de mon poste de maire, affirme Rémy Branco, porte-parole du Parti socialiste, qui précise bien que son avis n'engage pas Boris Vallaud, dont il est proche. Dans un monde normal, fait d'honneur et de courage, le premier secrétaire démissionnerait, renchérit un député socialiste, opposant au premier secrétaire actuel. Olivier Faure exclut tout départ. J'ai été élu jusqu'au prochain congrès qui aura lieu au lendemain de la présidentielle et donc je continue mon travail sur la base du mandat que j'ai reçu, a-t-il expliqué sur France Info lundi. Le congrès permanent, ce n'est pas possible. Invité de son côté sur France Inter, lundi matin, le député des Landes n'a pas demandé à son ancien allié de quitter la direction du parti. Boris Vallaud a une nouvelle fois expliqué vouloir organiser des rencontres de la nouvelle gauche plurielle pour que son camp, hors la France insoumise, se mettent d'accord sur un programme commun. C'est exactement ce que, semaine après semaine, je tente de bâtir, réagit Olivier Faure, plaidant pour une participation du PS à la primaire de la gauche à laquelle sont déjà candidats Marine Tondelier, Clémentine Autain ou François Ruffin, alors que le président du groupe PS à l'Assemblée nationale y est opposé. Boris Vallaud met des propositions sur la table, il aimerait que les militants puissent les trancher, explique Rémy Branco. Sur le candidat pour nous représenter, sur la base de quel projet et avec quel mode désignation. C'est quoi la solution de Boris Vallaud ? Je n'ai toujours pas compris, ironise Jonathan Kienzlen, membre de l'équipe dirigeante du PS et partisan d'Olivier Faure, estimant que le député des Landes propose la même chose. Que nous mais le dit différemment. Olivier Faure va-t-il tenter de gagner du temps ? Pour l'heure, seul un vote des militants est prévu le 25 juin pour ratifier le projet du parti pour la présidentielle. Il faut aussi avancer sur la stratégie et le mode de désignation du candidat avant l'été, concède Jonathan Kienzlen. Mais pas question de démissionner. Il ne manquerait plus que cela. Ce n'est pas parce que ses opposants se rabibochent sans grande cohérence que cela change le fait que Olivier Faure a été élu par les militants, commente l'un de ses soutiens. Les appels à la démission, personne n'y croit. Ça me semble excessif, juge Emma Rafowicz, députée européenne PS. Mais ça nous cause du tort collectivement, je le déplore, ajoute la nouvelle conseillère de Paris. Plus personne n'a envie d'avoir une gauche qui se regarde le nombril, conclut-elle. La situation semble donc bloquée. Le PS épate comme aux échecs, personne ne peut renverser le roi mais personne ne peut avancer, commente Jean-Christophe Cambadélis au journal L'Opinion. C'est l'enlisement, les choses se ressassent, ça n'avance pas, constate à l'AFP le politologue Rémi Lefebvre, grand connaisseur de l'histoire de la gauche. On ne voit pas bien l'issue. Sujet suivant. Nicolas Sarkozy s'est rendu coupable d'association de malfaiteurs, à son procès en appel, le parquet général requiert la condamnation de l'ancien président, France Info. Publié le 11-05-2026 19h11 mis à jour le 11-05-2026 19h19 temps de lecture, 4 minutes Nicolas Sarkozy arrive au palais de justice de Paris, le 11 mai 2026. Alain Jocard AFP lors de leur réquisitoire, les avocats généraux ont demandé que l'ancien chef de l'État soit jugé coupable, considérant qu'il a été l'instigateur de rencontres avec des hauts dignitaires du régime libyen en vue d'organiser un financement occulte de sa campagne présidentielle de 2007. Il est celui sans qui toutes ces rencontres et tous ces transferts de fonds n'auraient eu aucun intérêt. Le parquet général a demandé à la Cour d'appel de Paris de déclarer Nicolas Sarkozy coupable d'association de malfaiteurs, lundi 11 mai, au premier jour de son réquisitoire. L'ex-président de la République est à nouveau jugé, depuis près de 2 mois, dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Assis sur le banc des prévenus, une main sur le menton, Nicolas Sarkozy n'a pas eu un regard pour les avocats généraux à sa gauche, se contentant de fixer en face de lui. En première instance, l'ex-président avait été condamné à 5 ans de prison ferme pour ce délit d'association de malfaiteurs, mais relaxé pour les 3 autres infractions pour lesquelles il était jugé.
le tribunal avait considéré qu'il avait sciemment laissé ses plus proches collaborateurs Claude Guéant et Brice Hortefeux rencontrer Abdallah Senoussi, le numéro du régime de Mouammar Kadhafi, à Tripoli, Libye, en 2005, en vue d'organiser un financement occulte. Or, comme l'a souligné le ministère public, Abdallah Senoussi, beau-frère par alliance du dictateur libyen, est un terroriste, c'est l'instigateur de l'attentat du DC-10, qui a coûté la vie à 170 personnes en 1989, dont des dizaines de Français. Les représentants du ministère public ont affiché lundi leur volonté d'aller plus loin dans les faits reprochés. Nicolas Sarkozy s'est rendu coupable d'association de malfaiteurs en ayant été l'instigateur de rencontres avec des hauts dignitaires du régime libyen, et non pas seulement en les ayant laissés agir, a enfoncé l'avocat général Damien Brunet, en faisant référence aux rencontres respectives de Claude Guéant et Brice Hortefeux avec Abdallah Senoussi, qui n'avaient rien d'impromptu. Le 6 octobre 2005, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, avait en outre effectué une visite officielle en Libye au cours de laquelle il s'était entretenu avec Mouammar Kadhafi. Une rencontre qui a fait l'objet d'une préparation, à distance et sur place, selon Damien Brunet. C'est ici que toute démarche préparant la corruption, le détournement de fonds publics, le financement illégal de campagne pouvait s'arrêter. C'est au contraire ici que rien ne s'est arrêté, sinon la probité, la confiance et la paix publique, a-t-il accusé. Vous retiendrez donc que, projetant des atteintes à la confiance publique des plus graves avec un niveau opérationnel inégalé, cette association de malfaiteurs se place dans les plus hauts niveaux de gravité que la République ait pu connaître, a poursuivi le magistrat. Damien Brunet a également demandé à la Cour de condamner Brice Hortefeux et Claude Guéant pour association de malfaiteurs. Brice Hortefeux s'est ménagé du temps pour rencontrer un terroriste, a insisté l'avocat général. Quant à Claude Guéant, il a été la plaque tournante de ce projet de financement libyen. Aux yeux du parquet général, l'ancien directeur de cabinet est dans tous les plans de l'association de malfaiteurs, il contrôle tout et tout le monde au nom et pour le compte de Nicolas Sarkozy. À l'issue du procès en première instance, Brice Hortefeux avait été condamné pour ces faits à 2 ans de prison aménageable, une peine qu'il purge sous bracelet électronique à domicile. Claude Guéant, lui, avait écopé de 6 ans de prison, qu'il n'a pas effectué en raison de problèmes de santé, lesquels l'ont empêché de comparaître au procès en appel. Mais par l'intermédiaire de son avocat, il a pu produire 2 attestations qui ont remis en cause la version de Nicolas Sarkozy et fragilisé la défense de l'ex-président. Ainsi, au terme de ce procès en appel, le ministère public estime que Claude Guéant a finalement validé le raisonnement que nous présentons tandis que Brice Hortefeux s'est démarqué par son soutien indéfectible à protéger Nicolas Sarkozy. Avant d'aborder l'association de malfaiteurs, qui irrigue ce dossier, le ministère public a tenu, en introduction du réquisitoire, à faire l'éloge de notre démocratie et de ses principes. La volonté du peuple est le fondement de nos pouvoirs publics, a déclaré Rodolphe Juibirman, un autre des 3 avocats généraux. Cette affaire a largement participé à dégrader le pacte social, a-t-il pointé, parlant d'un étrange sentiment de malaise, entre amertume et résignation. Aucune course à l'élection ne justifie de compromission. Rodolphe Juibirman, avocat général dans ses réquisitions, comment imaginer, une fois décortiqué, analysé, débattu, ce que ce dossier va révéler de la fragilité endémique du fonctionnement de nos institutions, a encore interrogé l'avocat général. Ce dossier repose davantage sur des intérêts personnels que fonctionnels, a martelé Rodolphe Juibirman. L'avocat général s'est aussi adressé aux parties civiles, des proches de victimes de l'attentat du DC-10. Vous avez fait rentrer dans la salle d'audience la société civile au nom de laquelle nous requérons. Vous avez illustré que dans ces dossiers se trouvaient avant tout des citoyens, a appuyé Rodolphe Juibirman, se disant ému par le récit de ces vies déchirées et leur souhaitant de retrouver la sérénité à l'issue de cette audience. Les réquisitions doivent se poursuivre mardi et mercredi, avec les peines réclamées en conclusion. Sujet suivant. Le pré-flash carburant sera élargi au secteur du BTP, annonce le gouvernement, France Info. Le pré-flash carburant sera élargi au secteur du BTP, annonce le gouvernement. L'exécutif dit vouloir soutenir le secteur face à la forte hausse du cours des matériaux utilisés dans la construction, issus du pétrole, dont le prix a flambé à cause de la crise dans le détroit d'Ormuz. Publié le 11-05-2026 20h34, mis à jour le 11-05-2026 20h44. Temps de lecture. 1 minute. Le ministre de l'Économie, Roland Lescure, lors d'une conférence de presse à Paris, le 6 mai 2026. Dimitar Dilkov AFP. Le pré-flash carburant, créé début avril pour soutenir la trésorerie de certaines petites entreprises, va être élargi au secteur du bâtiment et des travaux publics BTP, a annoncé lundi 11 mai le ministre de l'Économie, Roland Lescure.
On avait réservé ce prêt aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux transporteurs routiers, notamment les petits transporteurs routiers, et aux taxis individuels. On l'élargit dès les jours qui viennent au secteur du BTP, parce que là aussi, ils ont des factures qui augmentent, a dit le ministre dans l'émission C'est à vous sur France 5. Dans les prochains jours, les TPE, PME et artisans du secteur du BTP pourront demander un prêt sur la plateforme BPI France, a précisé le ministère de l'Économie. Le gouvernement affirme vouloir soutenir le secteur face à la forte hausse du cours des matériaux utilisés dans la construction, citant les produits isolants issus du pétrole, les plastiques, les solvants, les peintures et les adhésifs. Dévoilé début avril, le prêt flash carburant permet de prêter des sommes de 5 000 à 50 000 € au taux de 3,8, sans garantie, à certaines très petites entreprises TPE et petites et moyennes entreprises PME. Le gouvernement a précisé lundi que 7 000 dossiers avaient déjà été déposés, et 3,3 millions d'euros versés aux entreprises. En outre, le gouvernement est en train de finaliser les aides de juin, a déclaré Roland Lescure. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, doit annoncer dans la semaine de nouvelles mesures de soutien à l'activité économique, face à une flambée des prix des carburants qui se prolonge. Sujet suivant. Fin de vie, le Parlement adopte définitivement la proposition de loi renforçant l'accès aux soins palliatifs, France Info. Fin de vie, le Parlement adopte définitivement la proposition de loi renforçant l'accès aux soins palliatifs. Le Sénat a approuvé ce texte, lundi, dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale. La proposition de loi sur l'aide à mourir, en revanche, est encore loin d'être adoptée. Publié le 11-05-2026 18h28, mis à jour le 11-05-2026 19h. Une temps de lecture, 4 minutes. Une séance plénière au Sénat, à Paris, le 26 novembre 2025. Cause Bouza en Lucas AFP. C'est une étape importante dans les débats sur la fin de vie. Le Parlement a définitivement adopté, lundi 11 mai, la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs. Examinée en parallèle du texte sur l'aide à mourir, elle a reçu un ultime feu vert du Sénat en seconde lecture. 325 voix pour, 18 contre, moins de 3 mois après avoir été déjà votée à l'identique et à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Ce consensus trouvé entre les deux chambres ouvre la voie à une entrée en vigueur prochaine de la loi, sans attendre l'issue du marathon parlementaire qui se poursuit autour de la proposition de loi controversée sur l'aide à mourir. Largement défavorable à une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, le Sénat s'apprête en effet à réviser la copie des députés sur ce second texte, voire à la rejeter en bloc, repoussant ainsi son adoption définitive au moins jusqu'à l'été. Pilier du futur modèle français de la fin de vie souhaité par Emmanuel Macron, au même titre que l'aide à mourir, la proposition de loi sur les soins palliatifs vise à améliorer l'accompagnement des patients gravement malades et la prise en charge de leurs souffrances, encore trop souvent défaillantes. En 2023, la Cour des comptes avait relevé que la moitié des patients qui pourraient y prétendre chaque année ne bénéficiaient pas de soins palliatifs, du fait notamment de carences à l'hôpital et à domicile. La mesure la plus emblématique de ce texte est la création d'un lieu de vie innovant pour certains patients, les maisons d'accompagnement et de soins palliatifs. Ces structures, solutions intermédiaires entre la maison et l'hôpital, accueilleront des malades dont l'état n'est plus compatible avec un maintien à domicile, mais qui ne nécessitent pas une prise en charge lourde en unité de soins palliatifs. Gérées par des organismes publics ou privés à but non lucratif, elles pourront aussi permettre des séjours de répit afin de soulager provisoirement les proches aidants. Plus globalement, la future loi vient renforcer la place des soins palliatifs dans le parcours des malades, dans la continuité des grands textes votés depuis la reconnaissance du droit d'accès à une telle prise en charge en 1999. Pour cela, la définition des soins palliatifs dans le Code de la santé publique est élargie, avec une conception plus globale des accompagnements et de soins palliatifs. L'accent est mis sur les problèmes physiques des patients, mais aussi sur la réponse à leurs souffrances psychiques et à leurs besoins sociaux et spirituels, au-delà de la seule lutte contre la maladie. La nécessité de soutenir l'entourage des patients est également reconnue, y compris après le décès. Une attention particulière est accordée à l'anticipation et à la délivrance précoce des soins palliatifs, à travers notamment la création d'un plan personnalisé d'accompagnement. Ce document pourra être rédigé après l'annonce du diagnostic d'une affection grave et permettra de coordonner les prises en charge sanitaires, psychologiques et sociales du malade, avec une partie relative à la douleur et à la perte d'autonomie. Un professionnel de santé sera désigné pour assurer le suivi de ce plan, dont l'élaboration pourra s'accompagner de la rédaction de directives anticipées et de la désignation d'une personne de confiance. Pour permettre une amélioration concrète de l'accès aux soins palliatifs pour les patients,
la loi entérine des crédits de paiement destinés à financer la stratégie décennale de développement des soins palliatifs, lancée par le gouvernement en 2024. Ces moyens doivent être augmentés d'environ 200 millions d'euros chaque année jusqu'en 2034, afin d'accompagner la montée en puissance de l'offre sur tout le territoire. Une incertitude plane toutefois sur la pérennité de ces fonds, qui pourront être remis en cause tous les ans lors des discussions budgétaires au Parlement. Pour améliorer effectivement l'offre palliative en France, il sera nécessaire de consacrer un effort budgétaire significatif et dans la durée, a aussitôt mis en garde, lundi soir, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs SFAP, principale organisation du secteur. Tout en se félicitant de l'adoption définitive du texte, elle en a minimisé la portée, essentiellement symbolique à ses yeux. Cette loi ne changera pas fondamentalement l'offre de soins, structurellement déficitaire dans notre pays. Ségolène Perruccio, présidente de la SFAP dans un communiqué si elle salue le renforcement de l'obligation de formation des professionnels de santé en matière de soins palliatifs, la SFAP alerte sur les fortes pénuries de personnel qui freinent encore le développement de cette offre. De nombreuses équipes ou unités stagnent ou ferment faute de professionnels, affirme l'organisation, en ajoutant qu'une adoption du texte sur l'aide à mourir, qu'elle conteste vivement, pourrait précipiter d'autres départs. Auprès de France Info, l'organisation de représentants de patients France Asso Santé a déploré que les parlementaires aient renoncé à créer un droit opposable aux soins palliatifs. À ses yeux, la possibilité de saisir la justice faute d'accès à une prise en charge aurait permis de transformer un droit encore trop théorique en une obligation concrète pour le système de santé. Elle espère désormais voir aboutir le texte sur l'aide à mourir, qui pourra selon elle constituer une réponse à des personnes confrontées à des souffrances qu'elle juge insupportables, y compris lorsque les soins palliatifs sont pleinement mobilisés. De son côté, le gouvernement a assuré, lundi, de sa pleine mobilisation pour garantir un accès pour tous aux soins palliatifs. Depuis le début de la stratégie décennale, 353 millions d'euros de crédits supplémentaires ont été mobilisés, soit une hausse de 25% des dépenses depuis 2024, a défendu la ministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, Camille Galliard-Minier, devant le Sénat. Elle s'est félicitée de l'ouverture de 12 unités de soins palliatifs et de 600 nouveaux lits spécialisés depuis 2 ans. Il appartiendra à l'exécutif et aux parlementaires de poursuivre sur ce chemin lors de l'examen du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. À l'heure des choix budgétaires, l'enjeu de l'accès effectif aux soins palliatifs fera-t-il encore consensus ?